Je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes les honorables personnalités qui sont là. Et je me permets de ne pas les citer tous. Je présente aussi, je souhaite aussi la bienvenue à tous les grands professeurs qui sont présents ce matin avec nous. L'école des métiers du numérique est heureuse de vous accueillir dans ces locaux, dans les locaux de cette cité, là où nous sommes basés. Et comme l'a expliqué le présentateur, vous savez, ce symposium, c'est pour nous permettre de nous affirmer, c'est pour nous permettre de faire grandir à petits pas notre pays à travers tous les talents qui sont cachés, que nous avons dans notre pays et qui ne se sont jamais révélés. Donc c'est pour nous permettre de rendre visible ce qui est invisible. Parce que nous avons de grands talents, nous avons de grands professeurs qui sont à l'université, mais qui n'ont jamais l'occasion de participer à des événements de cette taille, de cette envergure, pour apporter leur pierre, disons, à l'édification de notre pays. Le domaine que nous avons choisi, le domaine dans lequel nous voulons débattre aujourd'hui et demain, à savoir celui du CERAGA, c'est un domaine très très sensible. Nous voulons parler de l'aéronautique, de l'aérospatiale. Ce domaine est tellement sensible parce que nous nous considérons toujours comme un petit pays. La plupart des pays africains se considèrent toujours comme de petits pays qui n'ont pas la force, qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'exercer dans ce domaine-là. Ce qui est bien faux. Parce que je peux vous garantir, à travers notre petite expérience, que la plupart de ces grandes sociétés qui existent dans le monde, je fais allusion aux Américains, aux Européens, il y a toujours des Africains qui travaillent dans ces sociétés-là. Il y a toujours des ingénieurs africains qui sont dans ces sociétés. Je n'ose pas dire béninois, parce qu'il y a des béninois partout. Maintenant, la question que nous nous posons, c'est de savoir, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on se réveille, que l'Afrique se réveille, pour pouvoir s'imposer, pour pouvoir commencer par bâtir quelque chose. Et si cette chose devait être bâtie à partir du Bénin, nous voulons être les pionniers de cette chose-là. Beaucoup me connaissent ici parce que depuis des années déjà, depuis la création de l'école des métiers du numérique, nous sommes investis. On a pris beaucoup de contacts pour pouvoir participer à l'édification de cette maison. On s'est permis de collaborer, de s'investir dans les institutions pour apporter notre pierre à la construction de cet édifice. Donc c'est tout dans cette logique que nous avons organisé ce symposium avec le Dr Collé pour montrer ce que nous pouvons faire pour apporter notre contribution à cette œuvre d'une envergure qui aura une renommée certainement nationale et internationale. Ce que nous voulons dire dans notre petit discours introductif, c'est simplement de rassurer tout le monde, d'exhorter tous nos aînés, tous nos collègues professeurs à contribuer de façon vraiment active pour permettre à tous les corps de métier de notre pays à pouvoir tirer le maximum de ce symposium, à donner le maximum d'eux-mêmes pour que ce symposium soit vraiment quelque chose de très très géant, de très très bénéfique pour notre pays, le Bénin. Donc, ceci dit, avant, je pense que là, le vif du sujet, nous allons entrer dans le vif du sujet à travers les débats, à travers les ateliers que nous allons organiser. Nous allons entrer dans le vif du sujet et ça permettra de débattre de certains points sensibles, d'accord, qui permettra à chacun de nous, ici présents, de pouvoir tirer le maximum de sa participation à cet événement. Ceci dit, je voudrais inviter le présentateur à planter le décor. Monsieur Collé, je voudrais vous inviter à planter le décor, d'accord, pour permettre à tous les participants de savoir à quoi s'attendre dans les heures qui suivent et dans les jours à venir. Je vous remercie. Bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous voir ce matin. C'est pas évident quand on parle de l'industrie géospatiale ou spatiale de pouvoir réunir tout le monde. Voilà, mais en
vous rend grade qualité. Je vous salue. Je vous souhaite vraiment le bienvenue dans cette seconde édition du CIRADA. Il s'agit de parler d'une industrie qui est en pleine évolution, une industrie qui fait un peu peur, parce que est-ce qu'on a fini déjà de trouver les problèmes en termes de situation sur la Terre, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des problèmes terrestres, ou parler des problèmes dans l'espace? Souvent, ce n'est pas très évident. Je ne sais pas si tout le monde ici a l'habitude de marcher et de regarder le ciel. Ce n'est pas toujours très évident, parce qu'on est tous focalisés sur les objectifs. Et c'est généralement les problèmes de la Terre qui appartiennent aux terrestres. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de passer le cap, de quitter un peu l'environnement de consommateurs, les consommateurs qui vont développer des applications, qui vont se servir de satellites, une aviation qui va évoluer, mais qui va juste gérer tout ce qui est régulation, une structure d'innovation qui va présenter des programmes qui sont appuyés sur des API, qui sont des API développés, avec des codes sources qui sont partout. L'évolution de l'Afrique et du Bénin à l'horizon 2040. Et devant une politique, il nous a regardé, il nous a dit, mais 2040 c'est loin, nous on a besoin de résultats maintenant. Et il avait raison. Donc on a changé le terme, on a dit à court, à moyen et à long terme. Pourquoi? Parce qu'en même temps que nous cherchons à manger, nous devons aussi chercher à protéger les générations qui viennent. Donc j'espère que les travaux seront assez riches. Et aujourd'hui, nous sommes à la séance totalement civile. On va parler des applications, on va parler de l'industrie, on va parler de ce qui est déjà utilisé. On aura des petites démonstrations peut-être en fin de journée. Et demain, nous aurons l'édition totalement militaire où ce ne sera que des applications dans le domaine militaire qui sont développées. Je crois qu'il y a une vingtaine de personnes. Et j'espère qu'aujourd'hui comme demain, on aura des qualités de présentation assez intéressantes pour nous permettre de repartir différemment de comment nous sommes venus. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je n'avais pas parlé de l'école des métiers du numérique, donc comme vous êtes là, autant en profiter, parce que peut-être vous êtes mes futurs clients ou les futurs parrains de mes étudiants, de demain, ou d'après-demain. Donc, je vais profiter de l'occasion pour vous parler un peu de l'école des métiers du numérique. L'école des métiers du numérique, qu'on appelle EMN en générique, a été créée depuis 2020 par le gouvernement du Bénin. D'accord? Et cette école a pour ambition de former les jeunes dans le domaine du numérique. Vous savez, donc ils peuvent se poser la question de savoir, mais il y a plein d'universités qui forment déjà dans le domaine du numérique. Et vous savez, toutes les écoles, toutes les universités qui forment dans le domaine du numérique forment des cadres diplômés. D'accord? Donc c'est des gens qui sortent de l'université avec des diplômes. L'ambition ou la mission confiée à l'école des métiers du numérique, ce n'est pas de former des diplômés, ce n'est pas une école de plus. C'est tout simplement une école qui vient parachever cette formation qui est entamée ou qui est faite au niveau des universités. Ça veut dire que vous avez votre diplôme dans une université, mais ce que nous constatons, vous savez que la plupart de ceux qui sortent des universités ont le diplôme, mais c'est qu'ils n'ont pas souvent la compétence. Et quand ils disent ça, bon, d'autres peuvent se sentir frustrés parce qu'il y a plein de professeurs d'université ici, c'est qu'ils n'ont pas la main pour être un peu terre à terre. Quel que soit le domaine, vous n'avez pas la main. De telle manière que la plupart des entreprises qui utilisent des étudiants qui viennent d'être diplômés sont obligés de les mettre d'abord en stage pour leur donner la main. Donc l'école des métiers du numérique vient combler ce gap-là en permettant à nos diplômés de pouvoir venir chez nous pour parachever leur formation dans le domaine du numérique. Ça veut dire qu'ici, nous ne formons pas des diplômés, nous formons des certifiés. Nous formons des gens pour leur donner la main, quel que soit le domaine que nous embrassons. Actuellement, nous avons démarré depuis l'année passée de former des techniciens en fibre optique. Et certains peuvent se demander, mais pourquoi commencer par cette filière? Pourquoi commencer par cette formation? Vous savez que dans le PAG1, dans le programme d'action du gouvernement, l'une de ses priorités, c'est déjà de mailler le pays en fibre optique. Puisque dans son programme, le gouvernement a prévu mettre beaucoup de services en ligne, dématérialiser les services. Et pour atteindre cet objectif, c'est qu'il faut quand même avoir Internet. Et pour avoir Internet, qu'est-ce qu'il faut pour avoir Internet? Pour avoir Internet, c'est qu'il faut avoir la connexion. D'accord? Donc, c'est pour cela que le gouvernement dit, mais il faut lancer un vaste programme de pouvoir mailler tout le pays en fibre optique
pour permettre d'avoir la connexion au débit dans tous les départements, dans toutes les communes, dans tous les arrondissements. Donc, quand le gouvernement a lancé son programme, on a constaté que le gouvernement, c'est tellement un super du gouvernement, et que la plupart des entreprises qui gagnent ces marchés utilisent des ouvriers qui ne sont pas des bénévoles parce qu'il n'y a pas de compétences faites. Nous avons plein de diplômés, mais qui n'ont pas la main pour pouvoir accompagner ces entreprises. Et c'est comme ça que le gouvernement a dit, alors, attends, comment on peut avoir des chômeurs? On signe des contrats de milliards avec des entreprises et qui vont chercher des techniciens au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Togo. C'est pas normal. Donc, il vaut mieux créer cette structure qui permettra de pouvoir combler ce vide, de pouvoir former des gens rapidement pour leur donner la main dans ce domaine prioritaire. Parce que, aujourd'hui, vous avez vu, il y a plus de 150 services en ligne aujourd'hui, services gouvernementaux en ligne. Donc, c'est ça qui nous a amené à vite entamer ce programme de formation de techniciens en fibre optique. Et l'objectif est atteint. Parce que depuis, nous sommes déjà à notre 5e promotion, à moins d'un an de vie estudiantine. Nous sommes déjà à la 5e promotion. Il faut dire, contrairement à ce que nous avons l'habitude de faire sur les campus dans les universités, c'est exactement le contraire ici parce que nous ne prenons pas la quantité. C'est juste ce qu'il faut. Nos étudiants, on a des effectifs de 15-16 étudiants par cohorte et ils sont formés pour 3 mois. Et la formation que nous faisons ici, ce n'est pas des formations théoriques où on vient recopier des leçons. Le gouvernement a mis à notre disposition un grand laboratoire, sinon pour ne pas dire le plus grand laboratoire en fibre optique de la sous-région, pour ne pas dire de l'Afrique tout entière. Et ce laboratoire nous permet de former des étudiants en pratique. Ils n'ont pas, il n'y a pas de cas, il n'y a pas de leçons à recopier. Quand vous venez, du premier jour au dernier jour, vous êtes là, vous êtes à la tâche directement en faisant rien que des TP. Vous faites rien que des TP. Et quand on dit des TP, vous n'avez même pas besoin de faire les packs, d'être un étudiant qui a fait la C, la D ou qui soit dans une filière scientifique pour pouvoir vous en sortir. Nous supposons que tous ceux qui viennent commencent à 0. Quel que soit votre niveau, nous vous moulons de 0, bien de A à Z. Et quand vous sortez, ça sort vraiment du circuit habituel. Ce n'est pas qu'on vient lancer des leçons. Tous les étudiants sont obligés de comprendre ce que nous faisons parce qu'ils sont testés toutes les semaines. Et quand quelqu'un ne comprend pas ce que nous disons, on reprend jusqu'à ce qu'il ait la main. C'est pourquoi le test de sélection, de présélection qui nous permet de sélectionner nos étudiants, ce test est vraiment très très rigoureux parce qu'il faut des préalables. Ces préalables, ce n'est pas forcément être d'une filière scientifique. C'est la motivation qui est notre seule source de recrutement. Quand l'étudiant est motivé, vous dites, je veux comprendre la fibre optique, je veux maîtriser ça, vous êtes sélectionné, il faut avoir au moins le bac, vous êtes sélectionné et ça nous permet à nous autres de pouvoir développer notre programme et en 3 mois, avec stage bien entendu, vous êtes totalement formés. Et jusqu'à présent, les 4 promotions qui sont passées, les entreprises qui les recrutent, ils sont tous recrutés. Et on a de bons retours par rapport à ces étudiants. Donc on ne se plaint pas. Donc nous supposons que pour le moment, ce que nous faisons, disons, ça marche parce qu'ils sont utilisés et ils sont appréciés. Est-ce que vous voyez? Et ceci, ici, nous arrivons à atteindre cet objectif, c'est grâce aux équipements, c'est grâce au laboratoire et que le gouvernement a mis à notre disposition pour nous permettre d'atteindre cet objectif. Donc, dans notre laboratoire, on a tout ce que vous pouvez imaginer comme matériel et surtout matériaux en matière de fibre optique pour pouvoir atteindre ce résultat. Parce que vous savez, l'intrant au niveau de la fibre optique, c'est ça qui fait que les universités ne peuvent pas se permettre d'aller sur ce domaine parce que la fibre, ça coûte cher. Ici, nous, on n'est pas dans la théorie. Les matériaux que nous utilisons pour faire les TP, c'est du réel. Et c'est ce qui est sur le terrain. C'est ce que les entreprises, c'est ce que les étudiants peuvent raconter sur le terrain. C'est ce qui est utilisé par les sociétés actuelles pour faire le câblage du pays. Donc, on utilise ce qui est réel, ce qui est concret pour permettre à nos étudiants d'être en phase. Donc, en dehors de ce premier programme que nous avons lancé, à savoir la formation en fibre optique, il y a d'autres certifications qui sont prévues et qui vont démarrer certainement cette année, à savoir plein de certifications, les certifications Cisco, les certifications sur la sécurité informatique. Puisque l'année passée, grâce à l'Alliance Smart Africa, nous avons déjà fait une formation sur la cybersécurité. Nous avons fait aussi une formation sur l'intelligence artificielle. Il faut dire que ça, c'est des formations gratuites, disons. Et quand je dis gratuit, c'est que ce n'est pas payant. Et les sélections, c'est les directeurs qu'on a formés, les DSI, les directeurs des systèmes informatiques qu'on a formés. La plupart des ministères, pour nous, les grosses institutions ont reçu des invitations, ils ont été invités. Et on a formé aussi les professeurs d'université pour leur permettre de répercuter cette formation sur les étudiants parce qu'en matière de cybersécurité, ce n'est pas une formation normalement qui doit être destinée à l'élite parce que quand on veut vous attaquer, si un maillon du système est faible, on peut passer par là pour entrer dans le système.
Donc nous pensons qu'il faut former le maximum de personnes pour permettre à toute la population d'être informée, d'être aguerrie des attaques ou des intrusions, tout ce qui peut nuire à la sécurité de tout le monde. Donc voilà les formations que nous avons déroulées et celles que nous pensons dérouler cette année et qui seront certainement payantes. C'est la formation sur la cybersécurité qui va continuer. On va lancer d'autres cohortes. Tout le monde va recevoir son invitation. Ceux qui sont intéressés vont certainement recevoir leur invitation. Et il y aura des formations sur les certifications Cisco qui permettent d'avoir un réseau sécurisé, qui permet de sécuriser tout le monde dans le pays, cette formation permettra certainement à nos experts, à tous les informaticiens, quel que soit leur niveau de responsabilité, de pouvoir se faire former et d'avoir de la compétence. Et ceci, certainement, contribuera à l'amélioration de la qualité de la connectivité dans le pays, certainement, vous savez. Des fois, ça fait un peu bizarre quand vous sortez du pays et vous allez dans certains pays où vous voyez que la connexion est vraiment très très bonne dans les autres pays. Et quand on vient au pays, il y a tout problème de connexion. C'est un peu gênant. Et pourtant, on a les meilleurs intellectuels, on a les meilleurs techniciens. Mais comment se fait-il que dans notre pays, on n'a pas ce répondant, ça ne répond pas correctement. Donc nous pensons que nous pouvons contribuer, l'école des métiers du numérique peut contribuer à améliorer la qualité des techniciens, des ingénieurs, des professeurs, qui vont aussi forcément expliquer, former les étudiants pour permettre à tout le pays de pouvoir s'en sortir, pour permettre au pays d'avoir de la qualité en matière de technicité, pour nous permettre d'avancer. Il faut dire, pour être clair et sincère avec vous, les démarches que nous faisons, vous savez, on est tellement allé loin dans ce domaine parce que nous voulons vraiment faire quelque chose. Mais en matière avec l'ANAC, d'accord, il y a des préalables qu'il faut remplir. En fait, c'est ça qui nous bloque. Sinon, on aurait déjà démarré depuis l'année passée avec les différentes formations. Donc, pour ce qui est prévu, je pense que les formations à la carte que nous appelons ici la formation continue sont prévues. Est-ce que vous voyez? Et nous souhaitons vivement, parce que là, je pense que nous sommes en train de faire toutes les démarches qu'il faut pour remplir ces conditions. Parce que vous savez, en matière d'aviation civile, il y a beaucoup de choses à respecter, il y a des règles à respecter, et personne ne peut aller comme ça dans un pays comme le Bénin. Donc, ce sont ces formalités que nous sommes en train de remplir. Et quand ces formalités seront remplies, la réponse à votre question, elle est claire, c'est que c'est oui. Parce que, vous savez, quand vous voulez former des gens qui se forment pour, disons, ceux qui vont se lancer dans cette formation, ce n'est pas n'importe qui. C'est les gens qui ont vraiment besoin de ça, en dehors de ceux qui pilotent les drones de loisirs à la plage. Les professionnels, nous parlons des professionnels, d'accord, des gens à qui cette formation serait vraiment utile. Donc, ça serait forcément une formation à la carte et vraiment ciblée. Ce n'est pas pour n'importe qui, ce n'est pas pour tout le monde. Et notre objectif, vous savez, c'est comme la première formation que nous avons lancée. L'école des métiers numériques n'est pas là pour faire de la rentabilité, parce que l'État investit beaucoup de millions, on ne prend rien chez les étudiants. C'est pour contribuer à aider le pays à relever son niveau en technicité sur certains points. Est-ce que vous voyez? Donc c'est forcément pour booster, disons, la formation ou la compétence de certains cadres dans le pays. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je m'appelle Aléo Saïdou, je suis le vice-recteur chargé de la recherche universitaire à l'Université d'Abomey-Calavi. J'ai bien suivi votre présentation par rapport aux fibres optiques. À l'Université d'Abomey-Calavi, précisément à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, nous dispensons également aussi une formation sur les fibres optiques et également aussi sur la télévision numérique, ainsi de suite. Je voudrais savoir si vous avez un cadre de collaboration, de coopération avec cette entité de notre université, parce que le pays aura beaucoup à gagner si nous pourrons collaborer, disons, dans le domaine de la formation de la jeunesse. Merci. Merci beaucoup, monsieur le vice-recteur. Il faut dire que l'école des métiers numériques est totalement ouverte. Et là, maintenant, le vendredi passé, nous avons reçu des étudiants de l'UKO. Il y a 2 semaines, on a reçu des étudiants de LG, ils étaient plus de 200. On essaie de se faire connaître parce que les gens ne connaissent pas notre école. Certains professeurs connaissent l'école, mais pas tout le monde. IFRI, Foran, ils savent l'existence de l'école. Et pour le moment, on n'a pas encore fait la démarche pour aller vers Foran et vers les PAC. On n'a pas encore fait cette démarche, mais je vous garantis qu'il y a déjà au moins 5 ingénieurs de Foran qui sont venus pour se faire former chez nous. Tel que je l'ai dit, ils reçoivent une formation diplômante complète, d'accord, mais notre école vient simplement pour parachever cette formation parce que
Et vous êtes professeur, moi, mais j'ai des professeurs, je ne dis pas que je suis tout professeur, mais ce petit truc qui manque au niveau des facultés, c'est ça que nous avons ici, à savoir les équipements. Est-ce que vous voyez? Donc, pour le moment, il n'y a pas une coopération formelle, mais je vous garantis qu'il y a plein d'étudiants. Actuellement, il y a encore une promotion qui est en cours. Il y a un étudiant du forum de l'EPAC qui est dedans. Donc, nous allons faire la démarche pour pouvoir signer des partenariats tels que nous avons entamé déjà avec PIG, avec UCAO, avec l'ENEAM, pour pouvoir expliquer aux étudiants, parce que le grand problème de nos frères, de nos enfants étudiants, c'est qu'ils ne sont pas informés. Ils ne sont pas informés, et si vous n'êtes pas informé, comment pouvez-vous choisir? Si vous ne savez pas que vous avez plusieurs codes à votre acte, comment vous pouvez les utiliser? Donc c'est ça le grand problème. Nous avons ce programme, nous ambitionnons, si vous permettez, d'aller vers toutes ces écoles et de présenter l'école des métiers numériques pour leur permettre de savoir tout ce que le gouvernement met à leur disposition à travers notre école. Il faut dire, comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas aller dans les détails, sinon, nous avons pris toutes les dispositions, tous les contacts nécessaires, parce que nous sommes entrés en contact aussi avec l'état-major général, et expliquer notre programme, voir comment est-ce que nous pouvons contribuer pour leur permettre de pouvoir gagner aussi, parce que nous travaillons tous pour le pays. Concernant les civils, vous ne parlez pas des sociétés qui exercent dans le civil, on a aussi des contacts, par exemple pour la SBE, et je vous rassure par exemple que nous sommes en collaboration avec l'association nationale des pilotes de drones, avec comme président le docteur Tossou. Est-ce que vous voyez? Donc nous travaillons, je pense que toutes les structures, ou tous ceux qui ambitionnent de pouvoir développer une formation ou quelque chose de ce genre dans le domaine, et ils le savent tous que l'école des métiers numériques s'intéresse à ce domaine-là. Et on se voit, pour le moment, nous sommes toujours en pourparlers pour pouvoir mettre quelque chose, nous travaillons en synergie pour pouvoir mettre quelque chose de consistant qui permettra au pays d'en bénéficier. Donc nous sommes en contact avec tout le monde et je pense que d'ici certainement la fin de l'année, on va sortir quelque chose où tout le monde se retrouvera. Et je pense que M. Collet, par rapport à l'utilisation civile des drones, et sur les chantiers, les routes, dans le domaine civil, tout à l'heure dans les ateliers, il va vous expliquer tout ce qui est fait, parce qu'il y a des choses qui se font actuellement. Mais malheureusement, c'est qu'il n'y a aucune structure pour garantir la certification des utilisateurs de drones dans le domaine. C'est ça qui nous bloque et c'est ça qui est le grand problème. On est obligé d'aller chercher des certifiés qui viennent d'Europe, mais qui n'ont pas la même vision parce qu'ils n'ont pas eu de certification dans le même environnement de travail que nous avons ici et qu'en Europe. C'est ça le grand problème et c'est ce que nous voulons corriger en faisant tout pour qu'il y ait une institution qui valide les formations et surtout qui assure la maintenance de ces équipements dans notre pays. Et nous pensons être cet instrument. Je vous remercie. Voilà. Donc, on va rapidement commencer avec la présentation. On va présenter un peu l'industrie en général. Je crois que tout le monde se pose la question industrie spatiale, industrie géospatiale. Est-ce que je peux avoir mon slide, s'il vous plaît? Ok, donc on ne pourra pas faire une revue en général de toute l'industrie spatiale au Bénin. Je pense que si tout le monde a essayé l'industrie spatiale sur ChatGPT, les réponses peuvent vous envoyer dans des endroits où vous imaginez que la machine n'a pas vraiment assez de données pour produire des informations. Mais rassurons-nous, ce n'est pas seulement le Bénin, c'est une bonne partie de l'Afrique. Je suis Adewale Collet, spécialiste de données géospatiales chez Aeronautics. Je suis spécialisé dans ce qu'on appelle les nuages de points. Donc, je manipule des données dans des endroits qui sont inaccessibles aux hommes. Et donc, on utilise des capteurs, des robots pour pouvoir modéliser ces endroits, pour éviter que les gens rentrent dans des endroits dangereux. Et donc, ma présentation va tourner autour du concept même de l'industrie spatiale, de l'industrie géospatiale. On va essayer de voir un peu le classement des puissances à l'intérieur, des pays riches surtout. Le classement des pays africains en fonction de l'industrie, parce que l'industrie spatiale, c'est plusieurs éléments qui entrent en compte. Le classement des pays africains en fonction des économies. On va faire un constat. Ensuite, on va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'un pays sans satellite, sans système orbital, sans système industrie spatiale, sans agence spatiale peut être et peut constituer. Donc, en parlant du concept, on va utiliser des mots et je vais passer plus de temps à vous expliquer. Donc, quand nous rentrons dans l'industrie spatiale, vous avez deux éléments. Vous avez les applications et vous avez les services. Donc, dans le spatial, simplement, vous comprenez qu'on parle de l'espace.
l'espace. Tout à l'heure, le conférencier qui viendra juste après moi va vous présenter le système solaire, la gravitation, les distances, la vitesse de la lumière et tout ce qui rentre en compte. On ne va pas rentrer dans cela. L'objectif ici, c'est de pouvoir savoir qu'est-ce qu'on gagne en termes d'investissement, qu'est-ce qu'on gagne en termes de souveraineté et qu'est-ce qu'on gagne en termes de développement. Donc l'industrie spatiale, c'est l'ensemble de toutes les industries qui ont rapport avec l'espace. Donc ce sont des industries qui vivent et qui se nourrissent des informations que des satellites, que des systèmes d'orbite, que des systèmes de localisation terrestre, que des capteurs nous donnent. Et donc, dans l'espace, c'est simple. Quand vous êtes par terre, vous voyez quelqu'un juste en face de vous, vous pouvez le voir. Mais quand vous prenez de l'altitude sur cette personne devient toute petite. Vous pouvez voir 2 personnes. Plus vous montez, plus vous allez voir 3, 4, 5, 6. Et plus vous montez, vous allez avoir un grand espace. Donc, cet espace, donc on a l'atmosphère, la stratosphère, l'ionosphère, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est un endroit aujourd'hui où on se fait beaucoup d'argent. Vraiment beaucoup d'argent. Parce que vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'on avance, aujourd'hui on a des téléphones qui fonctionnent avec le GPS qui nous permettent de nous localiser. On a des sociétés de tracking qui vont utiliser des GPS sur des tracking qui vont permettre de pouvoir localiser le véhicule, avoir la vitesse, avoir le niveau de carburant. On a des drones, je pense que c'est un casse-tête pour beaucoup de pays. On va en parler demain à notre édition avec les militaires. Sur par exemple la localisation des drones, quelle stratégie on peut mettre en place. Mais c'est un casse-tête, beaucoup de pays essaient, on essaie de voir certains pays qui ont développé, qui ont évolué. On revient, mais même si on essaie de copier, ça ne marchera pas parce que c'est un casse-tête. Et donc, toute cette industrie fonctionne comment? Elle fonctionne avec une économie. Ensuite, on a l'industrie géospatiale. Il faut faire vraiment la différence. Parce que dans Géo, vous avez Terre. Donc l'industrie géospatiale va vous revenir à tout ce qu'on peut pointer sur la Terre. C'est ça le plus important. Donc, c'est des applications qui rentrent et qui fonctionnent avec la Terre. Quand je prends par exemple l'agriculture de précision, c'est une industrie qui rentre dans tout ce qui est géospatial. C'est vrai qu'elle va tirer sa source d'information par les satellites, mais elle a besoin de captation au sol pour créer un lien entre les informations satellitaires et le système au sol. Donc c'est assez important. Donc il faudrait comprendre les deux concepts pour ne pas qu'on se mélange. Parce qu'après vous allez avoir des présentations sur l'aérospatial, on va peut-être parler d'aérodynamisme, et vous allez après entendre parler de tracking, d'agriculture de précision, et on risque de se mélanger un peu l'esprit. Voilà. Donc les classements des puissances spatiales aujourd'hui, vous avez les États-Unis qui sont en tête, et juste le classement va se faire par rapport aux technologies, donc le nombre de satellites qui sont déployés. Ensuite, en dehors du nombre de satellites déployés, les systèmes d'éléments balistiques, donc des missiles et tout ce qui vont avec. Vous allez avoir en dehors de cela le nombre de capteurs et de systèmes qui vous permettent d'avoir des informations au sol. Par exemple, si on veut avoir des capteurs de thermographie, donc pour prendre les températures terrestres, si on veut avoir des capteurs infrarouges pour pouvoir avoir des informations précises, si on veut avoir des capteurs qui nous permettent par exemple de pouvoir avoir des études multispectrales et tout ce qui va avec, en ce moment, on va définir un type d'éléments. Et les Américains sont les premiers. En dehors de ça, il y a l'agence spatiale en tant que telle. Donc une agence consacrée avec des scientifiques, des ingénieurs, des techniciens qui vont travailler et déployer une stratégie nationale pour permettre au pays d'avoir une autonomie et une suprématie dans l'espace. Après les États-Unis, vous allez avoir bien évidemment la Russie. Et quand vous voyez aujourd'hui les conflits en Ukraine, vous allez vous rendre compte que la guerre se fait plus dans l'espace que sur la Terre. Vous allez avoir par exemple, on va en parler demain, les positions de téléphones de soldats, de troupes au sol, sur le théâtre d'opération qui vont être repérés juste parce qu'il y a eu quelqu'un qui a appelé son père ou sa mère. Et automatiquement, le camp adverse envoie des missiles sur la position et c'est broyé automatiquement. Vous allez avoir par exemple des systèmes de gestion et d'interception de drones. Vous savez, les drones, ils sont souvent très petits. Et dans un espace où il y a beaucoup de bruit, ce n'est pas toujours évident de pouvoir les remarquer. Et donc, du coup, on peut aussi avoir des problèmes de perception quand nous n'avons pas une évolution. Quand nous avons aussi broyé tout ce qui est système de connexion, réseau, téléphonie, Internet, nous nous rendons compte qu'il y a un vide. Et ce vide-là, généralement, est encore couvert par les satellites. Avec les technologies d'Elon Musk, aujourd'hui, on utilise des systèmes satellitaires pour propulser l'Internet. On a des débits sur toute l'étendue de la Terre. Donc, la Russie va passer en deuxième position. Et donc, on peut comprendre rapidement États-Unis, Russie. Ensuite, vous avez la Chine qui vient en troisième position. Et la Chine va venir en troisième position, mais la Chine évolue aussi.
et à une industrie spatiale assez intéressante. Et le compte, c'est parce que toutes ces personnes sont à terre en conflit, mais ils ont ce qu'on appelle la station internationale qui est au ciel, ils sont tous amis. Donc du coup, ils sont d'accord qu'il faudrait se mettre ensemble et il faudrait avancer. Après, vous avez l'Inde, vous avez l'Europe, le Japon, le Canada, le Brésil, l'Australie. Donc, quand vous regardez le classement des puissances, vous les voyez comme ça. Il y a beaucoup de pays qui ne rendent pas en ligne compte. Ça ne signifie pas qu'ils n'ont pas de satellite. Ça ne signifie pas qu'ils n'ont pas de système d'agence spatiale. Ça signifie juste que dans les classements des critères, ils ne sont pas à l'intérieur de ce niveau. Donc, après, vous venez dans les classements des pays africains en fonction de leur industrie. Donc, ici, vous allez voir rapidement l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, l'Algérie et le Maroc. Après, on a le Kenya, l'Angola, le Ghana, le Rwanda, qui, on va en parler après, qui s'essaient aussi dans la chose. Parce que la vérité, c'est qu'avoir un satellite dans l'espace, d'abord, c'est qui propulse le satellite dans l'espace? Qui propulse sa fusée? Si c'est quelqu'un d'autre qui va prendre son satellite et qui nous donne un accès à une bonne passante en haut pour nous donner des informations, cette personne est propriétaire de notre information. Donc, mathématiquement, je ne suis pas vraiment propriétaire. Il y a le propriétaire final qui me donne juste accès. Par contre, je lui donne un droit légal de lui dire, par exemple, j'ai des opérations, par exemple, au nord du Bénin, je souhaiterais avoir des informations. Est-ce que tu peux me donner ces informations? Je souscris un abonnement, il me fait une photogrammétrie de la zone, il peut me donner des images jusqu'à 30 cm de précision sur une couche de 20 km. Malheureusement, une fois qu'il me donne ces informations, je lui donne le droit légal d'être propriétaire de mon information. Après, c'est bien évidemment que la semaine qui va suivre, je vais voir une délégation internationale qui viendra dans mon pays pour me proposer des partenariats dans la zone assez précise. Parce que l'information est partagée. Donc, en évoluant, on va laisser le classement des pays africains et on va passer par le classement par économie. Vous voyez le classement par économie? Quand nous regardons la comparaison, vous allez voir que les pays qui ont un PIB le plus intéressant, vous verrez le Nigeria, vous verrez l'Afrique du Sud, vous verrez l'Égypte, vous verrez l'Algérie, vous verrez le Maroc. Donc si vous revenez, on va aller au slide suivant, si vous revenez au constat, ce qui va se passer, s'il vous plaît, c'est que vous allez vous rendre compte que la puissance spatiale est égale aussi à la puissance économique. C'est ça en fait. Ça signifie que ceux qui sont passés du côté spatial sont automatiquement passés en rang de puissance. Mais j'ai fait un petit exercice. Je me suis un peu mis derrière et je me suis dit, si on essayait de voir si c'est pas parce que ces personnes ont les moyens qu'ils ont pu investir dans l'industrie spatiale. Donc on dira que non, c'est parce qu'il y a eu la puissance économique qu'il y a la puissance spatiale. Mais la vérité, c'est toujours égal, hein. Ça n'a pas changé. Ça signifie quelque part qu'au fait, c'est un élément important à comprendre. Parce que l'économie est importante. Mais avant d'aller plus loin, la question c'est de savoir qu'est-ce que nous cherchons dans l'espace. Est-ce que c'est l'espace qui est notre zone de recherche ou bien c'est la Terre qui est notre zone de recherche? Quand nous avons une réponse à cette question, nous pouvons comprendre alors l'objectif des nations qui vont vers cette situation. Je vais revenir sur la question et je vous donne mon avis sur la question. Si je prends une quête de l'espace, les hommes recherchent quelque chose. Mais imaginez qu'aujourd'hui, avec Curiosity et tout ce qui est robots qui sont sur Mars et tout ça, on a des données à des années-lumière de notre système solaire et de notre planète. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, ça signifie que il y a très longtemps que certaines technologies ont été développées et nous aussi, aujourd'hui, on a des problèmes de réseau juste d'une localité à une autre localité. Et pourtant, on a une industrie numérique. On a des plans de développement numérique. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un petit contraste? C'est comme si, en fait, il y a quelqu'un qui va très loin et il y a quelqu'un qui cherche son repère. Parce que la vérité, nous avons des difficultés avec la fibre optique, par exemple. Mais ces informations qu'ils ont, ils ne sont pas connectés à Mars. Pas du tout. Ils ont développé une technologie qui leur permet de rechercher des moyens d'avancer et d'avoir des informations sur de très longues distances. Mais si je peux faire beaucoup plus grand, sur de courtes distances, ça devient un terrain de jeu. Ça signifie aujourd'hui que si on a besoin d'avoir des données aujourd'hui sur un terrain stratégique, ces nations ont la capacité de vous donner des réponses exactes
Parce qu'ils font ça déjà avec Mars, qui a des années-lumière de là. Mais à quel moment on a commencé à avancer à ce niveau? Et qu'est-ce qui est arrivé? Je vais revenir sur la révolution industrielle pour qu'on comprenne un peu les choses et on va avancer. Au niveau de la révolution industrielle, vous vous rappelez que l'Angleterre est devenue une puissance économique assez intéressante parce que l'industrie est allée très rapidement et c'est juste après cette révolution industrielle qu'on est arrivé à tout ce qui est évolution qui nous a amené à la guerre mondiale et après dans la période de la guerre mondiale on est rentré dans tout ce qui est satellite et consorts. Donc ce qui va se passer c'est que dans cette révolution industrielle, le premier qui avait réussi à développer a gardé une position. Mais cette position a permis à ces personnes de pouvoir évoluer sur tout le théâtre du transport multimodal. Vous allez voir que l'Angleterre est devenue une puissance maritime très puissante. Elle n'est pas seulement devenue une puissance maritime, elle est aussi devenue une puissance aérienne. Ça signifie qu'à force d'évoluer dans le développement du transport et dans l'exploration, les États-Unis ont été visités par Christophe Colomb. Et donc, l'Afrique du Sud aujourd'hui qui est toujours. Et donc, ce que je veux juste dire, c'est que quand nous restons dans cette sphère, nous comprenons directement que cette recherche est une obligation et nous sommes obligés d'arriver à ce niveau-là. Donc, en revenant sur le marché des satellites, c'est Satellite Industry Association, dans son rapport de 2021, qui a dit que cette industrie a généré environ 271 milliards de dollars en 2020. Pour tout ce qui est marché des satellites, c'est l'utilisation des satellites qui ont été conçus et qui ont été envoyés en orbite. Mais quand je reviens ici, dans les services de communication par satellite, vous voyez qu'on est à 24,2 milliards de dollars en 2019. Ça signifie que toutes les communications qui nécessitent, que ce soit du GNSS, que ce soit du GLONASS, que ce soit les projets comme le projet EGNOS, tous ces systèmes-là ont été mis en place et à chaque fois qu'un système est mis en place, il y a une plus d'économie qui se manifeste. C'est ça la vérité. Mais aujourd'hui, nous passons à quelle étape? Donc, pour comprendre le fonctionnement, j'ai pris des exemples simples. Satellites, avions, drones, caméras, capteurs. On sait tous que la maturité des satellites est assez grande. On a eu d'abord les avions, les multirotors, les ailes fixes, donc les avions, les hélicoptères. Et après, on est passé à l'évolution des satellites, la propulsion. Et après, les satellites, ce qui va se passer, on a commencé à se rendre compte qu'on n'avait pas la précision au sol. Et c'était coûteux parce qu'on ne pouvait pas changer la position du satellite comme on voulait. Ça avait une grande maturité. Mais en termes d'information, on n'avait pas beaucoup d'informations. On est passé aux drones. Les drones sont beaucoup plus proches du sol. Leur précision est beaucoup plus intéressante. L'équipage au sol est très facile à gérer. Il faut une station au sol, ensuite un peu de réglementation. Et après, si on a une bonne formation, on peut directement programmer des drones. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle développe et programme ses propres drones. Après, nous avons les caméras. Ces caméras qui prennent des informations. Et après les caméras, nous avons, comme les caméras, les capteurs. Donc, ces 5 éléments sont la pierre angulaire du système de surveillance. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'avoir un satellite dans l'espace permet de voir, d'entendre, de comprendre et d'être autonome dans sa décision. Et donc, quand nous nous retrouvons dans un pays sans industrie spatiale, qu'est-ce que nous perdons? C'est la question que nous devons nous poser. Qu'est-ce que nous perdons? Comment nous développons notre programme de recherche dans le domaine de l'agriculture? Sur quelle base? Oui, nous allons solliciter, je crois que le directeur du PAM Nigeria, Abuja, nous suit, il va intervenir tout à l'heure. Comment nous finançons cela? Comment nous fonctionnons en surveillant les ports, les arrivées, les entrées, les sorties? Comment les frontières sont surveillées? Comment dans les industries, nous faisons des inspections de silos, de cheminées? Comment nous faisons pour étudier l'environnement? Comment nous formons nos enfants, nos frères
dans les universités? Est-ce qu'aujourd'hui, nos universitaires peuvent prétendre être embauchés dans une station internationale? Est-ce que même si le Bénin décide aujourd'hui de mettre en place une industrie, est-ce que cette industrie, elle peut être gérée par les Béninois? Est-ce que si on a besoin d'une souveraineté en termes de data, on en parle souvent, vous savez, on peut surveiller la fibre un peu, hein, ça c'est possible. Mais lorsqu'un avion passe au-dessus de votre tête, toutes les photos, vous ne savez pas. Lorsque c'est un satellite qui est au-dessus, vous imaginez, vous pouvez être touché si la précision est de taille, il vous fait les photos comme vous voulez. Comment on fait? On n'est pas propriétaire. Nous sommes tous des locataires. On n'est même pas locataires. On est locataires des locataires, des locataires parce que nous sommes souvent le 7e utilisateur d'une plateforme qui est déjà totalement organisée. On parle de ville intelligente, l'adressage numérique, les postes. On veut avoir des boîtes postales comme en France, aux États-Unis. Et sur quelle base on fait ça? C'est des autres services extérieurs qu'on va souscrire sur Google Maps pour produire le résultat. Imaginez une seule entreprise qui s'investit dans le domaine du géospatial et qui réussit à mettre en place une plateforme qui est totalement autonome pour son pays. Je ne suis pas sûr que le pays va refuser d'acheter. La question c'est, qu'est-ce que nous faisons et où nous allons? La sécurité, la sûreté. Il y a une différence entre sécurité et sûreté. Je crois que ceux de la norme ici comprennent. On sécurise, on protège les biens. Mais être sûr, ça doit respecter les normes. Et même si on a toute la méthodologie de la norme, quels sont les outils qu'on utilise pour valider cette norme? À quel niveau nous sommes de la technologie? Donc je crois que c'est un peu cela, le résumé de notre séance aujourd'hui. On aura des experts qui vont intervenir, qui vont entrer plus en profondeur à chaque secteur de l'industrie. Mais il est important qu'on se rende compte que nous sommes encore loin de ce qu'il faudrait faire. Encore très loin de ce qui pourrait arriver. Si nous optons de mettre en place aujourd'hui une agence spatiale, comment on va l'organiser? Je crois qu'à la sortie de ce symposium, comme chaque année, on aura des recommandations qu'on va adresser à qui de droit. Mais j'espère aussi que le Bénin va rentrer dans l'espace. En parlant de l'état des lieux au Bénin, il est important de comprendre que, au vu de tout ce que j'ai expliqué, je pense que c'est une question qui ne va pas se poser. Quelle industrie spatiale au Bénin? Il n'y a pas. Il y a, c'est vrai, la TNT. On a quelques projets d'agriculture, on peut capter. On a des projets de gouvernement. On a quelques projets. Si vous voyez, vous allez voir qu'il y a des satellites qui ont été loués, tout ça. Mais on n'a pas encore cette industrie. Et ça, c'est un message à tous les investisseurs, à tous ceux qui veulent investir, à ceux qui s'intéressent au développement. Vous savez, aucune intelligence artificielle, aucun programme, aucun logiciel ne fonctionne sans ce qu'on appelle l'horodatage et le géoréférencement. Ça signifie qu'on a besoin d'avoir le temps, la précision. Ça signifie qu'on a besoin d'avoir l'espace. Celui qui contrôle l'espace a une supériorité numérique sur son adversaire. La maîtrise de l'espace et la conquête de l'espace sont l'objectif de l'humanité. Celui qui ne maîtrise pas son espace est surpris. Je crois qu'on doit passer à cette volonté d'être surpris et de développer une capacité. Investir est difficile, surtout dans le domaine géospatial. Ça pèse, c'est lourd. Beaucoup de personnes, beaucoup d'industries ont essayé. Ce n'est pas évident. Donc il faudra aussi amener les industries, l'État, à voir la réalité qui se cache derrière cela. Et cette réalité, elle doit être une vraie réalité. Ça signifie, nous n'avons pas la capacité. Nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir le début d'une capacité? Les formations universitaires, les formations avec le MN, nous sommes en train de développer, vous en avez parlé tout à l'heure, le projet de drone. Je crois qu'avec l'ANAC, on a essayé déjà depuis un bon bout de temps. Et je pense que cette fois-ci, on essaie d'aller, on a déjà un simulateur interne de vol, tout terrain. Et je crois que demain, dans la journée, avec les militaires, on aura des présentations à faire. Mais je pense que le gouvernement veut aller loin. Le gouvernement a besoin
juste qu'il y ait des personnes qui ont la volonté. Et les industriels doivent faire leur part. Les universitaires, monsieur le vice-recteur, l'université doit être toujours ce que c'est, mais doit aller plus en profondeur avec des programmes qui sont beaucoup plus précis. Existe le programme d'astronomie, je pense que vous allez en parler tout à l'heure dans votre présentation. Existe des programmes qui peuvent permettre de pouvoir mettre en place, et même si on veut mettre un programme comme ça en place, nous on avait prévu 2040. Mais 2040, c'est pas si loin que ça. Si on commence aujourd'hui, c'est sûr que peut-être on peut, même si on n'a pas atteint 2040, on pourra aller loin. Mais on ne veut pas continuer d'être locataire. Je vous remercie et j'espère que ça a été simple à comprendre. Merci. C'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui, à l'occasion de ce symposium sur l'industrie spatiale et géospatiale au Bénin. Cet événement marque certainement une étape importante dans le développement de notre pays, car il souligne notre engagement envers l'exploration de l'espace et l'utilisation de la technologie géospatiale pour stimuler encore plus notre croissance économique. Le Bénin, en tant que pays situé en Afrique de l'Ouest, possède un potentiel énorme dans le domaine spatial et géospatial. Notre territoire a de nombreux atouts, comme vous le savez, dans le domaine des richesses naturelles. Il a également de vastes étendues de terres agricoles et de ressources maritimes. Cependant, pour exploiter pleinement ces atouts, nous devons explorer de nouvelles frontières technologiques et intégrer les données spatiales et géospatiales dans nos processus de prise de décision. Le présent symposium nous offre une plateforme unique pour rassembler des experts, des chercheurs, des décideurs politiques et des entreprises du secteur spatial et géospatial. Nous aurons l'occasion, pendant ces 2 journées, d'échanger des idées novatrices, de discuter des dernières avancées technologiques et de découvrir des opportunités de collaboration mutuellement bénéfiques. L'industrie spatiale offre des possibilités inégalées pour le Bénin. Nous pouvons utiliser les satellites pour surveiller nos ressources naturelles, pour surveiller également le domaine maritime et gérer nos ressources en eau de façon plus efficace. Les technologies géospatiales, quant à elles, peuvent jouer un rôle crucial dans l'aménagement du territoire, la planification urbaine, la gestion des catastrophes et dans bien d'autres domaines également. Cependant, nous sommes conscients que nous ne pouvons pas nous développer dans le domaine spatial et géospatial tout seuls. Nous avons besoin de partenariats stratégiques avec des acteurs internationaux, des experts et des investisseurs qui peuvent nous aider à développer nos capacités spatiales et géospatiales. Nous invitons donc tous ceux qui partagent notre vision à se joindre à nous dans cette aventure technologique qui sera à coup sûr passionnante.
Ce symposium sera une occasion de dialoguer, de partager des connaissances et de jeter les bases d'une coopération fructueuse. Nous aurons des présentations de leaders de l'industrie, des sessions techniques, des démonstrations de technologies de pointe et des discussions approfondies sur les enjeux et les opportunités auxquelles nous sommes confrontés. En conclusion, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet événement. Je suis convaincu que ce symposium marquera le début d'une nouvelle ère pour l'industrie spatiale et géospatiale au Bénin. Ensemble, nous pouvons exploiter le potentiel infini de l'espace pour le bien de notre pays et de notre continent. Je suis M. Faisal Fikri, le B2B Sales Manager de l'entreprise Teltonika. Donc Teltonika, c'est une entreprise lituanienne qui travaille sur le monde de la télématique. Donc sur tout ce qui est relation, la gestion de carburant, la gestion de géolocalisation aussi, le tracking, surtout pour la sécurité et sur n'importe quelle industrie. Parlons de l'agriculture, parlons de la sécurité, de logistique, l'aérospace, peu importe l'industrie. Mais avant de parler de ça et avant de parler à propos la problématique ou bien le sujet d'intérêt que je vais vous présenter, c'est que je suis très fier d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie également M. Cole Adewale pour son invitation d'être parmi vous aujourd'hui. Ce n'est que le plaisir qui est acharné dans mon cœur en tant que Marocain, en tant qu'Africain, voir ce développement. Le Bénin est devenu un exemple pour beaucoup de pays. La structure de digitalisation du pays et tout ça, ce n'est qu'une fierté pour moi. Donc maintenant, parlons de notre sujet. C'est que aujourd'hui, Teltonika, c'est une entreprise lituanienne qui a son site et en Lituanie, la capitale Vilnius. Donc ça fait maintenant 20 ans d'expertise. On est sur le domaine. Donc 20 ans du savoir-faire, 20 ans d'expérience, 20 ans d'installation et d'innovation et de création. On a à peu près aujourd'hui, on est arrivé à avoir plus de 14 bureaux partout au monde. Notre bureau, ici au Maroc, c'est pour tous nos partenaires africains. Mon rôle aujourd'hui, c'est de grandir notre activité en Afrique. Et notre mission, ça doit être commun. Et le développement durable de notre continent. Sur tout ce qui est également tracking et tout ce qui est solution de sécurité, géolocalisation, gestion de carburant, logistique. Donc, je voulais vraiment partager avec vous mon écran, mais je vois que je n'ai pas l'accès pour partager. Donc, je vais parler brièvement sur beaucoup d'aspects, qu'est-ce qu'on fait exactement. Donc, on est des fabricants. On fabrique le boîtier en Lituanie, on a notre stock au Maroc. On fait la distribution partout en Afrique. Peu importe la solution que vous cherchez, aujourd'hui à travers le IoT, Internet of Things, l'Internet des objets, on peut répondre aux besoins de peu importe la personne demande. Besoin capital, besoin humain, besoin sécuritaire, etc. Ça c'est très important aussi. Après ça, on a également, quand vous connaissez le monde d'Internet, il y a 3 types de connectivité de réseau. On a la 2G, la 3G, la 4G et la LTE. On a des boîtiers qui exigent un réseau 2G. Ça veut dire l'Internet qui est couvert largement dans toute l'Afrique, c'est la 2G. Donc aujourd'hui, Teltonika dispose des produits pour la 2G. Donc on a une série 2G qui est la FMP, c'est une série où vous pouvez installer sur n'importe quel véhicule que vous avez. Et si on parle de la télématique elle est dédiée surtout pour les véhicules, le transport. D'accord? Donc si on parle de ça,
on parle de la télématique. Donc, si quelqu'un, un client, il vient, ou bien institut étatique, qui cherche le tracking de leur propre véhicule, on travaille avec beaucoup d'instituts militaires sur beaucoup de pays, pour leur véhicule, pour leur sécurité, pour la gestion du carburant. Si on fait une bonne gestion de carburant, si on fait une bonne gestion des chauffeurs, on minimise les crimes, on minimise les accidents, on minimise aussi des dépenses financières qui sont de plus en plus. Donc, les FMP sont toujours des boîtiers de G. Et là, merci pour l'organisateur qui a pu me donner l'accès. Donc, c'est ça, c'est la télématique. Donc, on a plus de 3 millions de boîtiers qui sont maintenant installés partout au monde. Partout au monde. Donc, et pour la FMP que je vous ai parlé, qui utilise et qui existe un réseau de G, on a deux types de produits qui sont les plus demandés. La FMP 920. Et si on check pour la FMP 920, on va trouver que c'est un boîtier qui peut être installé partout où on veut. Sur une voiture, sur une 4x4, sur un camion, sur une moto aussi. Et on peut les tester sur les drones. Et c'est notre sujet d'aujourd'hui. C'est un boîtier par des câbles, évidemment, pour avoir une alimentation, etc. Mais on peut avoir d'autres boîtiers mobiles qui ont une batterie interne, sans câble à charger, etc. Donc ça va nous faciliter l'accès pour les drones, ça va nous faciliter le tracking des drones, ça va nous faciliter la géolocalisation et de collecter tout type de data afin de la mesurer et la bien structurer pour la sécurité. D'accord? Donc après ça, on a des boîtiers qui ont des accessoires très très avancés, qu'on appelle le heavy can, le hard can, le can adapter. Ce sont des cans qui donnent plus de configuration, qui donnent plus de solutions et qui sont davantage intégrés sur le boîtier même. D'autre part, on peut avoir un boîtier et on peut avoir un autre accessoire qui complète la solution. Aujourd'hui, avec Teltonika, mesdames et messieurs, on a un seul boîtier qui a les deux accessoires intégrés afin de faciliter l'installation et la solution pour les techniciens et pour l'ingénieur pour répondre aux besoins de nos clients. Et c'est ça notre objectif. On a un problème, il faut avoir une solution. On a une problématique, il faut répondre à ça. La sécurité routière, sécurité technologique, le logistique, l'agriculture aussi, l'assurance. Aujourd'hui, on peut voir en Europe qu'ils ont des services d'assurance très très développés. C'est que, par exemple, s'il y a un sinistre, etc., ils leur donnent une voiture comme une voiture de service, mais c'est une voiture d'assurance, mais c'est le client qui paye l'assurance. C'est un plus pour l'assurance, c'est un gain pour l'assurance, parce que cette personne-là qui va profiter de la voiture de l'assurance, il paye le kilométrage. Et pour que l'assurance contrôle ce kilométrage, c'est à travers nos accessoires. Et un jour, vous aurez que notre partenaire Inspection Robotics, à travers mon cher ami, mon cher partenaire Adewale Collé, donc vous serez sur place en tant que représentant de notre entreprise, mesdames et messieurs. Donc ça, c'est une partie. D'une autre partie, le plus important pour moi, et pour nous tous, ce n'est pas juste la relation fournisseur et client, mais c'est au niveau de beaucoup d'aspects humains. La confiance, le partage de savoir-faire qui est très très important. Et maintenant, je vais parler en tant que Marocain, en tant que quelqu'un qui adore sa patrie et qui adore son continent. Et on est là tous aujourd'hui pour développer le Bénin. Si on développe le Bénin, on développe l'Afrique. Si on développe le Maroc, on développe l'Afrique. Et ça, c'est très important pour nous. Il est temps pour nous, les Africains, qu'on puisse prendre la relève et développer nos marchés tout seuls, sans besoin d'autres personnes qui viennent exploiter nos ressources. Et c'est pour ça que l'idée générale, c'est que aujourd'hui Teltonika répond sur tous les aspects
aux besoins de nos clients. L'aspect humain, formation des techniciens, participation à des formations certifiées, comprend que les techniciens, que les ingénieurs, des intégrateurs, des entreprises qui font ces installations profitent. Et ce sont des certificats certifiés par des ISO, etc. Après, pour tout ce qui est recherche technologique, on est toujours dans la recherche, dans le business development. Donc, peu importe la solution qu'on trouve, nouvelles solutions, nouvelles technologies, on a notre laboratoire, on a notre usine où on fait nos expériences sur place en Lituanie et on partage le savoir-faire avec nos clients. Des fois, on trouve il y en a des clients, par exemple, qui font leurs propres solutions, qui programment leurs propres solutions. Donc, c'est un savoir-faire qu'on peut avoir de notre client. Et c'est un plaisir. C'est une fierté. C'est un client aujourd'hui très important. Et la troisième des choses qui est très très importante, mesdames et messieurs, c'est notre vision et mission. Si on parle de vision, on doit avoir une idée globale sur tout le monde entier et sur tout le marché. Donc si on veut se développer, si on veut grandir notre activité, on doit le faire ensemble. Et c'est pour ça le B2B, business to business. Si on est là pour un partenariat B2B, c'est pour si vous gagnez, on gagne. Si on gagne, vous gagnez aussi. Et c'est le plus important aujourd'hui pour nous et pour Teltonika et pour Teltonika Maroc aussi. Après, pour la production dont je vous ai parlé, on a 20 de produits. Des produits qui exigent un réseau 2G, des produits qui exigent un réseau 4G, des caméras, des dashcams, on a des boîtiers mobiles, on a des boîtiers comme des bracelets, on a des GPS sous forme d'un badge. Un GPS qui peut être utile pour les agents de sécurité, pour le tracking invisible, et ce n'est qu'une carte, comme une carte bancaire qui peut être utile, non seulement pour traquer, mais pour passer des coups de fil aussi, mesdames et messieurs. C'est un téléphone comme un badge. Et bientôt, il sera disponible chez équipement sur place. On a plus de 500 employés sur toutes les facilités, les zones de production et les zones d'intégration et d'insertion scientifique. Lituanie, on a des laboratoires de recherche propres, que ce soit à Dubaï, que ce soit en Amérique, au Canada, au Chili, à Dubaï, au Japon. On a plus de 13 bureaux au monde et où on va, on a les mêmes missions, la même vision, le même partage et les mêmes sources d'informations. Parlons de la qualité d'expérience, on a appris de cette école-là. Des gens sont très stricts en développement qu'on peut voir aujourd'hui à travers Teltonika, et c'est un exemple de Teltonika aujourd'hui parce qu'ils ont commencé, comment dire en anglais, from the bottom, from zero to hero, depuis le début. Aujourd'hui, ils sont l'entreprise numéro 1 positionnée sur le monde de la télématique, des internets des objets. On parle de l'innovation, de la sécurité digitale. Parlons de la qualité, Made in Europe, vu que le produit se fabrique en Europe. Et après plusieurs expériences, que 0,1%, c'est le average, c'est la moyenne pour failure rate, pour ne pas avoir un succès, ne pas bien développer un produit. C'est un taux très très bas. Nos produits, ils sont certifiés avec la meilleure certification, et vous pouvez chercher ça, c'est la ISO 9001. C'est un certif international. Et bien évidemment, chaque boîtier que vous aurez, il y aura 2 ans de garantie.
Pour la configuration, c'est autre chose. On a le hardware, le boîtier en même, le prend en main et on doit le configurer. Aujourd'hui, Teltonika, elle a pensé à ses clients. On a pensé que, par exemple, vous installez un boîtier de GPS sur un véhicule, sur une machine, sur un drone, et il est dans une autre région. Aujourd'hui, vous êtes à Cotonou, le produit il est à Lagos. Votre véhicule est à Lagos. Si vous pouvez reconfigurer, rajouter d'autres configurations, normalement, vous devez se déplacer de Cotonou à Lagos, de Cotonou à Lomé par exemple, pour faire la configuration. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on peut minimiser ces frais de transportation, ces frais d'indemnité des techniciens qui peuvent se déplacer, l'hébergement, etc., à travers notre plateforme Photaweb. Vous pouvez configurer bien également vos boîtiers à distance à travers le configurateur que vous téléchargez sur place, sur votre laptop, sur votre ordinateur. Et tous les boîtiers, ils sont intégrés et vous pouvez mettre peu importe la configuration, rajouter, désactiver les configurations à distance. Et on a appris que le monde de travail à distance, c'est le plus fiable aujourd'hui après la crise de Covid. On a trouvé que si on travaille même à distance, rien ne change. Au contraire, on minimise beaucoup de dépenses et le résultat reste même. Donc, il faut être sur le même relais de la mondialisation. Vu que j'ai pu expliquer plus d'informations, donc, comme je vous ai dit, tout à l'heure, on a le fast et le easy, ça veut dire sur votre véhicule, sur votre machine, sur votre drone. Basique, ce sont des boîtiers simples qui nous donnent que la géolocalisation, les configurations de base. Après, on a avancé. Avancé, bien sûr, si on a des solutions très avancées, bien adaptées à des structures, à une solution très très spécifique, on doit utiliser des boîtiers spécifiques. Et grâce à notre français, grâce à notre expertise, on peut toujours vous orienter vers le bon produit. Après, on a le CAN et le Community Data. Le CAN, c'est un type de protocole de communication qu'on trouve sur les camions et sur les voitures. Et ça prend une minute, même pas, parce que c'est plug and play. Vous avez le boîtier et vous le mettez sur place, sans câble, sans rien du tout, sur votre véhicule. Le professionnel, c'est pour l'agriculture et les échantillons, la construction, le BTP et le secteur minier. On a la vidéo télématique et finalement les eye sensors qui sont des accessoires qui complètent notre solution, qui détectent le mouvement, qui détectent la température, qui détectent le magnétique aussi. Donc, c'est ça. Donc, pour les catégories, on les a vues. Si vous avez des questions, je serai très ravi à répondre à peu importe la question. Vous avez sur Adewale qui a beaucoup d'informations sur ça aussi. Et ça m'a fait vraiment plaisir d'être parmi vous, mesdames et messieurs. Merci beaucoup pour l'invitation. Nous sommes dans un domaine où, je disais tantôt, le capital humain a besoin non seulement de connaissances, mais aussi d'aptitude. Et le plus important, ce que l'armée a su faire depuis un demi-siècle, c'est d'abord de disposer d'un vivier de personnel apte. Parce que dans ce métier, il y a le domaine de la conception. Il nécessite les connaissances. Mais il y a le domaine de la mise en œuvre des produits issus de cette industrie. La mise en œuvre, c'est clair, ce n'est pas le personnel le plus important. Comme dans une armée de l'air, vous n'avez que 6% du personnel qui est personnel pilote, mais on a l'impression que sans les pilotes, il n'y a pas d'armée de l'air. Mais ce personnel-là a besoin d'être médicalement apte, d'avoir des aptitudes médicales, des aptitudes physiques. Ce personnel a besoin d'avoir des aptitudes psychotechniques. Et c'est pour ça que les armées, depuis 1961, que l'armée de l'air existe dans notre pays, ça a toujours commencé par des tests psychotechniques. Et on est toujours parti de psychotechniciens qui viennent de l'Occident, voire
une série, une batterie de tests qui n'a rien à voir avec le niveau de maths ou bien de maths spécial, mais déjà pour voir si celui qu'on a en face a les réflexes qu'il faut, a la dissociation de l'attention qu'il faut. Donc, ce vivier-là, on ne l'a pas toujours en réserve. Et c'est parmi ceux-là, ceux qui présentent un certain niveau de formation, c'est eux maintenant qu'on envoie. Qui ont passé un test, c'est eux maintenant qui vont faire maintenant les formations pour apprendre à concevoir. Et mes personnes d'équipe le plus que le moins. Et maintenant, à apprendre à se servir donc de ce matériel-là. Et puis, en troisième partie, je dis bien personnel chargé de la conception, personnel chargé de l'utilisation, et puis personnel chargé de la mise en œuvre du personnel et du matériel issu de cette industrie-là. Dans l'armée, le personnel des bases aériennes, puisque tout ça est mis en œuvre sur l'espace, qu'on appelle peut-être les bases aériennes, qu'on appelle peut-être les bases d'espace, ainsi de suite. Donc voilà 3 niveaux de formation. L'aptitude psychotechnique, sinon on a trop d'échecs en école, c'est vrai qu'on te dira, tout le monde peut être pilote, l'instructeur te dira, même mon sein, si je ne le prépare, il sera pilote. Mais c'est un domaine où tout change. Lorsqu'il y a des gens qui arrivent à faire juste en voyant faire, d'autres, il faut lui expliquer ça une fois pour qu'il fasse, un autre, il faut qu'il échoue plusieurs fois, alors que seul dans son avion, il aura toujours à faire face à des situations toujours nouvelles. La météo n'est jamais la même, la mécanique se comporte jamais de la même manière, et on ne fait jamais deux mêmes vols de la même manière. Celui qui est obligé de faire mal avant de refaire pour la deuxième fois, c'est qu'il s'est déjà tué. C'est pour ça que l'aptitude psychotechnique est très importante. En venant ici, je me suis amusé, je me suis rapproché de mon ami, le professeur Marc Assoba, ancien directeur général de l'enseignement supérieur, pour qu'il me parle un peu des modalités d'orientation de nos nouveaux bacheliers dans les universités. C'est vrai, tout se passe sur la base des aptitudes dans des matières scientifiques, en mathématiques, en ceci, là, un programme informatique qui marche très bien, mais qui ne permet pas de disposer d'un vivier de personnel ayant des aptitudes professionnelles. Et sur la base de tests psychotechniques, sur la base qui a fait un électroencéphalogramme qui marche très bien, qui a un radiocolonne qui est très bien. Voilà, pour moi, c'est des choses qui manquent. Il y a un aspect peut-être qui n'a pas été développé ou abordé. Il s'agit de la diplomatie économique, la coopération internationale au service de cette industrie. La coopération internationale au service de cette industrie est essentielle pour relever les défis mondiaux tels que le changement climatique, la gestion des ressources naturelles, la sécurité et la prévention des catastrophes naturelles. La sécurité et la prévention des catastrophes naturelles, je viens d'en parler, mais les pays doivent collaborer pour partager leurs données, pour partager des ressources et des technologies afin de favoriser le développement durable et de relever ces défis de manière collective. Alors, quelles sont les interactions entre la diplomatie économique et puis cette industrie, c'est-à-dire l'industrie géospatiale et spatiale? La diplomatie économique joue un rôle crucial dans le développement de cette industrie et je voudrais évoquer un certain nombre d'aspects qui me semblent importants. La diplomatie économique vise
à promouvoir les intérêts économiques d'un pays, comme vous le savez, sur la scène internationale. Dans le cas de l'industrie géospatiale et spatiale, les diplomates économiques travaillent à ouvrir des marchés, à faciliter les partenariats commerciaux et à attirer les investissements étrangers dans ce secteur spatial dans notre pays. La diplomatie économique facilite également l'accès aux ressources nécessaires au développement de l'industrie géospatiale et spatiale. Cela peut inclure l'accès à des matériaux, des infrastructures, des équipements, des technologies critiques et très fines. Les diplomates économiques négocient des accords et des partenariats internationaux visant à assurer un accès continu à ces ressources et à faciliter le transfert de technologies spatiales. L'industrie spatiale est souvent caractérisée par une coopération internationale étroite. En effet, la diplomatie économique joue un rôle clé dans la promotion de la coopération et de la collaboration entre les pays dans des domaines tels que la recherche scientifique, le développement de technologies, les lancements de satellites, les missions spatiales. Les diplomates économiques, et c'est leur rôle également, facilitent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux pour favoriser cette coopération. Je dois également dire que la diplomatie économique influence les politiques et réglementations liées à l'industrie géospatiale et spatiale. Les diplomates économiques participent à des négociations internationales pour élaborer des cadres juridiques et réglementaires qui favorisent le développement de l'industrie tout en garantissant la sécurité et la durabilité. Ils cherchent également à réduire les obstacles commerciaux, les barrières réglementaires pour faciliter le commerce international. Ayant fixé un certain nombre d'idées concernant l'interaction entre la diplomatie économique et le développement de ce secteur, c'est-à-dire le secteur spatial et ou géospatial, je voudrais m'appesantir, mais sans vraiment approfondir, sur le financement de cette industrie. Ça sera peut-être l'objet d'un prochain symposium, en tout cas un des thèmes possibles pour un prochain symposium, où il pourrait y avoir des représentants du secteur financier. C'est à eux de dire comment ils peuvent soutenir ce secteur. Une mention a été faite tout à l'heure aux jeunes. Et ce matin, l'un d'entre nous, qui est d'ailleurs devant moi, a parlé de son expérience avec les jeunes. Je crois que cette expérience avec les jeunes qu'il faut prendre à leur adolescence ou préadolescence, cette expérience, il faut l'approfondir et la soutenir. Personnellement, je suis prêt à soutenir cette expérience parce que j'y crois, tout simplement. Une mention a été faite également par rapport au Nigeria.
Voilà un pays avec lequel nous devrions chercher tous les moyens pour coopérer dans ce domaine. Je ne sais pas ce qu'on peut faire concrètement, ce qui a été fait concrètement jusqu'à présent, mais il est évident que le Nigeria est le principal partenaire du Bénin, comme dans beaucoup de domaines d'ailleurs. Mais il faut y travailler. La formation est importante, cela a été dit de manière massive, entre guillemets. Mais il faut évidemment une formation dans la perspective d'emploi. Et c'est cette articulation, formation et perspective d'emploi qu'il faut bien régler. Si elle n'est pas bien réglée, nous allons former en vain des jeunes qui seront sans emploi. On parle souvent des sociologues ou de certains spécialistes dans certaines disciplines qui sont sans emploi, mais ne faisons pas en sorte que ceux que nous allons former dans le domaine spatial et géospatial soient demain sans emploi parce que nous n'avons pas su régler la bonne articulation entre la formation et l'emploi. Alors, les femmes, on en a parlé tout à l'heure, et j'en suis heureux. Quand je regarde dans cette salle le nombre de femmes qu'il y a, je crois qu'il y a lieu de se poser des questions. Et l'homme politique que je suis est très sensible à la question du genre. Comme cela a été dit tout à l'heure, faisons en sorte que les jeunes filles, dès que possible, soient amenées à s'intéresser à cette industrie. J'ai débordé certainement le cadre qui m'avait été imposé. Le cadre qui m'avait été imposé était relatif à la diplomatie économique et son lien avec le développement de l'industrie spatiale et géospatiale, mais je me devais de vous dire en complément un certain nombre de choses et je suis heureux de les avoir dites. Je voudrais réitérer mes remerciements à l'endroit des organisateurs de ce symposium qui a ouvert les yeux, j'en suis persuadé, à beaucoup d'entre nous et ouvert les yeux même aux spécialistes. Moi, j'ai ouvert mes horizons personnels. C'est vrai, je ne suis pas spécialiste, mais je pourrais parler de ce secteur avec, disons, le sens, un sens aigu de la persuasion. La persuasion de ceux qui décident. La persuasion de ceux qui gouvernent. J'ai la chance, comme député, comme tous mes collègues députés, de pouvoir parler avec autorité. Je ne le dis pas par orgueil, mais c'est notre rôle de parler avec autorité à ceux qui gouvernent et je le ferai
pour la promotion de cette industrie spatiale et géospatiale. Je vous remercie. Je pense, comme ça a été dit au début de ce symposium, il y a une chose de faire de la recherche fondamentale, mais il y a l'autre qui est de faire des applications dans la vie réelle. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des applications dans le domaine de l'agriculture, mais il y a aussi des applications dans le domaine des mines et carrières. Il y a plusieurs applications aujourd'hui qui font que un projet de développement de carrière, on va dire carrière au Bénin parce qu'on n'a pas en tant que tel des mines, un projet de développement de carrière dans le cadre de sa planification, dans le cadre de l'exploitation et aussi dans le cadre de son évaluation, on fait appel aux données géospatiales parce qu'il s'agit des éléments que nous puisons dans le sol. Et donc, la configuration de ce sol, les couleurs que ce sol présente sont des éléments qui sont régulièrement analysés avec les données, au niveau des données géospatiales pour donner des résultats qui permettent en fait d'avoir une exploitation plus cohérente. En parlant d'applications, je ne parle pas d'applications comme dans les téléphones forcément, mais je parle de ce qu'on peut, le traitement qu'on peut faire des données pour ensuite projeter ou soit faire une évaluation de la situation d'une carrière. Et c'est très fondamental parce que y a des éléments, on va dire, assez opérationnels comme la gestion la gestion des réserves. Lorsqu'on a une carrière, avec les éléments géospatiaux dont nous parlons, on peut faire une évaluation des réserves que nous avons et donc projeter les durées sur lesquelles on peut faire l'exploitation. Mais lorsqu'on est en cours d'exploitation, on doit pouvoir gérer les stocks. Et quand on parle de gestion de stock en matière d'entreprise, on comprend clairement que c'est quelque chose qui peut affecter grandement la performance de l'entreprise. Donc aujourd'hui, en tant que d'abord promoteur de carrière, mais surtout en tant que président de notre association, l'association des promoteurs de carrière et mines du Bénin, nous pensons que c'est des sujets sur lesquels il faut accompagner des organisations comme le CIRAGA au bénéfice de nos membres. Aujourd'hui, l'association qui a été créée depuis plus de 3 ans maintenant a une vingtaine de membres, des membres titulaires et des membres sympathisants qui opèrent dans un cadre, on va dire, relativement sain et en coordination avec les autorités. Le CIRAGA est le symposium international de la recherche et de la robotique dans le secteur géospatial et dans le secteur aérospatial. L'objectif de ce symposium, c'est de montrer et de comprendre quel intérêt notre pays, le Bénin, a à investir dans cette industrie et comment nous pouvons, sans ressources, réaliser ce défi. C'est cela notre objectif. On ne peut pas mettre en place peut-être maintenant, tout de suite. Quand vous regardez les budgets, c'est assez énorme pour mettre en place une industrie spatiale. Mais on peut déjà commencer à réfléchir sur les prémices de ce que nous voulons avoir comme agence spatiale, de ce que nous voulons avoir comme développement dans l'industrie spatiale et dans l'industrie géospatiale. Il faudrait qu'on arrive à développer des projets de cartographie, des projets de ville connectée, des projets de télématique, des projets de géolocalisation, des projets qui ne vont pas nécessiter que nous nous greffions à d'autres pour pouvoir évoluer. Certes, nous allons avancer dans la coopération, mais nous devons pouvoir avoir la capacité de pouvoir avoir même nos propres ressources et atteindre ces objectifs-là pour que notre nation devienne une très grande nation demain.